Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur ce webinaire où nous allons parler de frais professionnels. Donc, je suis accompagné pour ce webinaire de Anne et de Émilie. Donc, je vous laisse vous présenter. Anne, je vous laisse l'honneur. Merci beaucoup. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour parler des frais professionnels. Gros sujet qui peut être un petit peu risqué au sens juridique du terme et en pratique. Moi, j'appartiens à un cabinet que j'ai fondé, cabinet d'avocats qui s'appelle Axel Avocat. J'assiste les employeurs sur tous ces sujets qui concernent les relations avec les salariés, notamment les frais professionnels. Merci Anne. Et donc Émilie Dion, chef de produit SIRH pour Kelio. Et donc on va co-animer aujourd'hui effectivement ce webinaire autour des frais professionnels. Alors donc vous l'avez compris, au programme, l'enjeu ça va être de parler de frais professionnels, aussi bien sur le pan juridique, histoire de vous mettre en règle avec les frais professionnels et d'éviter les sanctions. Et puis on parlera également d'outillage pour dématérialiser les notes de frais et justement se prémunir des fameuses sanctions et se mettre en règle, tout simplement. Alors, du coup, je vais laisser la parole à Anne déjà pour définir ce qu'est justement les frais professionnels. Oui, merci Thomas. Effectivement, la première chose qu'il faut savoir, c'est qu'est-ce que c'est qu'un frais professionnel. Quand on parle de frais professionnels, qu'est-ce qu'on entend? Eh bien, un frais professionnel, c'est une dépense qui est engagée par le salarié, mais non pas pour ses convenances personnelles, mais pour le compte de l'entreprise dans le cadre de l'exercice de sa mission. Dans la slide que nous vous présentons, vous voyez deux branches. Un frais professionnel, ce sont d'abord des dépenses, donc des frais engagés par le salarié, et dans un deuxième temps, des frais qui sont nécessités pour l'accomplissement de sa mission dans l'entreprise. Ce sont des frais que le salarié n'aurait pas exposés dans le cadre de ses besoins personnels. On va voir tout de suite quels sont les types de frais. J'allais vous poser la question, donc quels sont les frais qui sont concernés par ces fameux frais professionnels? Donc, on a plusieurs types de frais qui sont concernés. Il y a une liste qui est définie, on le verra, par un article, par un arrêté réglementaire, mais c'est pas une liste qui est exhaustive. C'est-à-dire que tout type de frais peuvent être concernés par cette définition. On va retrouver notamment des frais liés au télétravail, des frais liés à l'utilisation du véhicule personnel, des frais de restauration. Alors, par exemple, je suis contrainte de déjeuner à l'extérieur pour la réalisation d'une formation, pour un déjeuner client, est-ce que ça rentre dedans, ça rentre pas dedans, etc. Donc ça, c'est toutes les questions qu'on va se poser avec nos salariés, avec notre service RH. Les frais de déplacement, est-ce qu'on les met dedans ou on les met pas? Certaines cotisations aussi à des ordres professionnels, notamment les journalistes, sachez qu'ils ont le droit de bénéficier d'un remboursement de frais pour la moitié de la dépense liée à leur carte de journaliste. Donc vous voyez qu'on a un certain nombre de frais qui peuvent être concernés par cette notion de frais professionnels. Vous avez parlé d'un arrêté qui a changé certaines règles? Exactement. Voilà, donc la notion de frais professionnels, elle est notamment définie par la jurisprudence, donc par les tribunaux, les conseils de prud'homme, mais aussi et d'abord par un arrêté. Alors jusqu'à présent, on avait un arrêté du 20 décembre 2002, donc qui était celui qui était appliqué depuis cette date, qui a été abrogé tout récemment, puisque un arrêté du 4 septembre 2025 vient de remplacer cet arrêté. Alors, n'ayez pas peur, vous qui certainement avez déjà eu l'habitude de traiter avec cet arrêté du 20 décembre 2002, puisque en réalité, il y a peu de choses qui changent. On a quelques modifications à la marge. Je ne vais pas y revenir puisqu'on n'aura pas forcément le temps de tout détailler, mais on a quelques modifications à la marge, des changements de régime pour certains frais, notamment de mobilité professionnelle, et puis l'intégration, à noter, du barème de frais de télétravail qui, jusqu'à présent,
avant n'étaient uniquement intégrés dans le BOSS et qui désormais font partie de la liste de frais avec un barème qui est bien défini par cet arrêté du 4 septembre 2025. Très bien. Alors, on passe à un autre sujet maintenant. Donc, principe d'exonération et modalité de remboursement. Alors pourquoi c'est important de se poser la question en cas de dépense du salarié de ce qu'est un frais professionnel? Eh bien, tout l'enjeu, ça va être d'attribuer la bonne nature à la dépense. Pourquoi? Eh bien, parce que si elle n'est pas traitée correctement, on a des risques, notamment en matière de paye et en matière de redressement URSSAF. C'est ce qu'on voit dans cette première slide, puisqu'effectivement, une dépense, elle peut être considérée par l'URSSAF, notamment, comme soit un frais professionnel, soit pas un frais professionnel. Et quand on parle pas de frais professionnels, de quoi on parle? Eh ben, on parle de salaire. Donc, vous voyez tout de suite où je veux en venir. Si on parle d'un frais professionnel, le salarié qui a engagé la dépense pour le compte de son employeur va pouvoir être remboursé. Ce remboursement va être exonéré de cotisations sociales. On va vraiment rembourser un pour un. Terminé, on n'en parle plus. Ça passe même pas par bulletin de paie. Quand on parle de dépenses qui ne sont pas de nature à être considérées comme des frais professionnels, là, on a une qualification qui est du salaire. L'employeur va devoir déclarer cette somme et la soumettre à cotisation sociale. Ça va coûter un petit peu plus cher donc à l'employeur et ça engendre des risques URSSAF puisque bien évidemment, tout l'enjeu de l'analyse qui est faite par les employeurs, eh bien, c'est effectivement de ne pas se tromper et surtout d'intégrer le maximum de dépenses dans les frais professionnels, c'est-à-dire sans cotisation sociale afférente. Alors, il faut savoir aussi de requalification en avantage en nature. Oui, ça arrive effectivement, Thomas. On a parfois pour certains frais une requalification en avantage en nature quand on considère que le frais n'était pas avancé pour les besoins de l'exercice de la mission. Donc effectivement, ça peut être un point qui peut être soulevé dans certains cas, notamment quand on a des utilisations de véhicules, par exemple, pour certains déplacements qui ne seraient pas correctement justifiés, ou bien l'utilisation de matériel de l'entreprise qui aurait évité une dépense aux salariés, mais qui ne serait pas justifiée par la nature de leur mission. Donc, il faut savoir que l'URSSAF est très attentive à bien vérifier tous ces points-là. On a à peu près 150 sujets de redressement potentiel en cas de contrôle URSSAF et les frais professionnels font partie vraiment intégrante des premiers points de redressement en matière de contrôle. Donc attention à pas se tromper quand on fait sa petite vérification auprès des salariés et dans le cadre de la comptabilité. Ouais, vigilance. Exactement. Alors, sur ce sujet de l'exonération, eh bien, donc comment on va faire en pratique? On va avoir un salarié qui dépense une somme, qui va venir nous voir et qui va nous demander en tant qu'employeur, eh bien, de le rembourser. 2 méthodes de remboursement sont prévues pour les frais professionnels. La première méthode, c'est le remboursement des dépenses au réel. La deuxième méthode, c'est l'allocation forfaitaire. On va revenir par la suite sur chacune des méthodes. Mais en gros, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que pour le remboursement des dépenses au réel, eh bien, on a un remboursement vraiment au centime près. On prend en charge soit directement par l'employeur, donc là, il n'y a pas de remboursement dans les faits, en pratique, puisque la dépense ne va pas être prise par le salarié, ou alors le salarié a effectivement créé cette dépense tout seul, et dans ces cas-là, il y a un remboursement via notamment ce qu'on appelle des notes de frais, ça c'est ce qu'on voit le plus couramment dans les entreprises, et éventuellement, ça suppose d'avoir un justificatif pour bien avoir la somme qui doit être remboursée. On reviendra sur cette notion de justificatif. Pour tout ce qui concerne les allocations forfaitaires maintenant, eh bien, cette deuxième méthode, elle permet à l'employeur de se dégager justement de ce sujet de remboursement au réel, parce qu'on va le voir, le remboursement au réel, parfois, il peut être assez fastidieux, surtout quand on a un certain nombre de salariés ou qu'on a des salariés qui ont de multiples frais à se faire rembourser. Et dans ce cadre-là, on peut parfois, c'est pas la possibilité n'est pas ouverte pour tous les frais, mais on peut parfois décider de créer ou d'allouer une enveloppe forfaitaire aux salariés en remboursement de ces frais professionnels.
Dans ce cadre-là, si on respecte bien les dispositions, l'enveloppe est présumée être conforme à son objet, à concurrence des limites d'exonération qui sont fixées, puisque vous le verrez, on a certaines limites qui sont prévues, notamment par notre arrêté du 4 septembre 2025. Alors, si on passe, voilà, merci, sur tout ce qui concerne le remboursement au réel. Donc, 2 slides qui brossent un petit peu, on va dire dans les grandes lignes, ce sujet, puisque, vous le savez, on a énormément de types de frais. C'est difficile en 1 heure de passer le régime de tous ces frais, mais sachez que le remboursement au réel, c'est le remboursement par défaut. On peut toujours rembourser un frais professionnel sur la base de sa valeur réelle. C'est même le principe qui est prévu par l'URSSAF. Il faut le faire notamment sur présentation de justificatifs, et ce remboursement au réel, il va être obligatoire pour certains frais. Il faut faire attention, puisque notamment l'arrêté du 4 septembre, mais vous avez également une jurisprudence qui permet de définir quels sont les frais qui doivent impérativement être remboursés au réel. On vous a mis quelques exemples, mais la liste n'est pas exhaustive. On parle des frais de déménagement, par exemple, dans le cadre d'une mobilité, ou des frais exposés dans le cadre d'un détachement ou d'une mobilité internationale. Ce sont des types de frais qu'on ne peut pas rembourser avec une enveloppe forfaitaire aux salariés, et donc il faut vraiment avoir le montant exact du frais pour pouvoir le rembourser. Et il faut également avoir, on se le disait jusqu'avant, le justificatif qui montre quelle est la dépense. Et ce justificatif, il doit correspondre, il doit respecter certains critères. Les justificatifs doivent être suffisamment précis pour établir la réalité, le montant des frais engagés. Il doit être clairement démontré également que les frais en cause ont été exposés dans l'intérêt de l'entreprise et qu'ils ne sont pas d'un niveau exagéré. Donc c'est tout ça qu'on va devoir justifier quand on fait un remboursement au réel. Pourquoi? Toujours avec notre idée en tête que ces remboursements de frais ne sont pas soumis à cotisation sociale, et donc on a l'URSSAF qui va bien vérifier tout ça au moment de son contrôle. Alors, on va soumettre un certain nombre de justificatifs en matière de remboursement au réel. Ça peut être vraiment un peu de tout, mais ce qui est communément admis pour justifier d'une dépense, eh bien, ça va être les factures, les tickets de caisse, les justificatifs de la réalité de la dépense, c'est-à-dire j'ai bien réalisé cette dépense dans le cadre, par exemple, d'un déplacement. Je suis allée voir un client. Ce client, je suis allée le voir parce que j'avais un rendez-vous avec lui. Ce client, il est à tel endroit. J'ai fait telle distance. Je me suis fait rembourser, par exemple, mes indemnités kilométriques. Je précise exactement quel est le nombre de kilomètres. Émilie et Thomas vous en parleront un petit peu plus en détail sur la partie Kelio juste après. Voilà, donc il va falloir qu'on démontre bien tout ça. Les justificatifs de déplacement, il faut que, en cas de contrôle, le contrôleur URSSAF soit convaincu que le déplacement a bien eu lieu, qu'il a été fait dans l'exercice des fonctions et qu'il était nécessaire à l'exercice de ces fonctions. Voilà. Que faire en cas de perte du ticket de caisse? Parce qu'on a souvent des tout petits tickets de caisse. J'étais encore en déplacement cette semaine. Un ticket de péage, par exemple, tout petit. En cas de perte, que peut faire le collaborateur? Eh bien, là, je dirais qu'il faut avoir un contrôleur URSSAF qui est compréhensif, parce qu'en théorie, il faut bien rentrer dans les cases, c'est-à-dire une dépense, un justificatif, un remboursement. Si on ne rentre pas dans les clous, en théorie, on n'a pas de possibilité de rembourser. Ça fait partie de ce qu'on verra tout à l'heure, les bonnes pratiques de bien s'assurer que les dossiers sont complets, et que les salariés ont bien compris quel était l'intérêt aussi de l'entreprise pour remonter les justificatifs et que ça arrive au bon endroit, c'est-à-dire au service RH qui gère tout ça. Ouais. Alors justement, chez Kelio, nous proposons un outil de dématérialisation des notes de frais, donc pour répondre à l'enjeu de éviter les Je crois que Thomas a un petit souci de connexion. Est-ce que tu nous entends, Thomas?
Je peux prendre le relais juste au moins pour ce slide-là. Donc effectivement, comme commençait à le dire Thomas sur la partie Kelio, aujourd'hui nous pouvons mettre en application effectivement tout un système de politique de remboursement au niveau des notes de frais. Comme le disait juste à l'instant Anne, on a la possibilité de rembourser à trois types de méthodes, on va dire. La première, c'est sur les frais réels. Donc, comme le disait Anne, la nécessité de prouver par un justificatif papier ou une facture dématérialisée le frais professionnel engendré. Et du coup, la Kelio peut appliquer une politique de remboursement aux frais réels, que ce soit pour des parkings, que ce soit pour des péages. Ça peut être également, évidemment, autour des repas. Alors là aussi, on va pouvoir gérer plusieurs cas de figure. Si c'est un repas pris en province, par exemple, par rapport à un repas qui serait pris dans la région parisienne, qui pourrait avoir un plafond de remboursement différent. Ça peut être également inclus dans la partie repas la possibilité d'inviter des clients, soit internes, d'autres collaborateurs, soit externes, des partenaires ou d'autres entreprises, on va dire, externes. Et on va pouvoir limiter le nombre d'invités, par exemple. Et on va pouvoir aussi limiter par rapport à un profil de note de frais les types de remboursement de frais. Par exemple, là, comme on vous le met sur le slide, de pouvoir rembourser des frais autour des transports, par exemple des avions, qui seraient uniquement réservés au personnel de la direction, par exemple. Donc, vous pouvez mettre en place comme ça des plafonds et des règles de remboursement différents en fonction des zones géographiques, en fonction des profils de vos collaborateurs, que ce soit des personnes de la direction ou des ouvriers ou des employés lambda. Vous avez également la possibilité de mettre en place des forfaits. Donc, on va le détailler un petit peu plus tard. Je vais relaisser la parole ensuite à Anne pour qu'elle vous explique cette partie-là. Mais sachez que Kelio peut effectivement rembourser des repas au forfait, par exemple, des forfaits téléphoniques ou des trajets de covoiturage. Là aussi, on va vous le détailler par la suite. Et enfin, la troisième possibilité, c'est la partie indemnité kilométrique, où là encore, le collaborateur va pouvoir déclarer son trajet. Et grâce à un outil avec Google Maps, on va pouvoir automatiquement calculer la distance parcourue. Comme ça, ça va vous permettre une équité entre les collaborateurs pour pouvoir se faire rembourser correctement la distance parcourue. Merci, Mie. On a récupéré Thomas, c'est bon. Oui, désolé. Pas de souci. Le réseau n'est pas super. Ça, c'est les aléas du direct. Alors, on va passer justement à cette deuxième méthode forfaitaire que commençait à vous expliquer un petit peu Émilie. C'est la deuxième méthode de remboursement des frais professionnels. Alors, c'est l'exception, comme on se le disait. La méthode par défaut, c'est le remboursement réel. L'exception, c'est l'allocation forfaitaire, qui va permettre à l'employeur de se dégager de ces sujets de précision avec des montants qui sont vraiment précis, les justificatifs précis, etc. On rembourse sous forme d'allocation. On n'a plus besoin, si vous voulez, d'avoir la précision de ce qui a été exactement dépensé par le salarié. Ça fonctionne, mais pas pour tous les frais. Ça fonctionne notamment pour les frais de repas, sous condition. Alors attention, parce qu'il y a plein de conditions. Il y a plein de typologies de repas différents en fonction de est-ce que vous êtes sur site, pas sur site, quels sont, si vous êtes au restaurant, pas au restaurant, etc. Moi, je vous conseille d'aller voir, par exemple, sur le site de l'URSSAF, qui est très bien fait et qui vous détaille vraiment par configuration, à quel niveau vous vous trouvez et ce que vous pouvez rembourser à vos salariés justement de manière forfaitaire ou pas, quels sont les forfaits maximum puisque ça change tous les ans, donc attention aussi à ça pour pouvoir être bien au clair avec la réglementation applicable. Ça fonctionne éventuellement aussi pour les déplacements, les frais kilométriques. Ça va fonctionner pour des frais qui sont des frais un petit peu récurrents qu'on va voir sur certaines populations revenir comme ça tous les mois. Donc les frais de grand déplacement pour un certain nombre d'entreprises, notamment tout ce qui est BTP, etc. Vous avez quand même des populations qui sont en grand déplacement et qui donc peuvent bénéficier d'un certain nombre de remboursements de frais. Les frais de déplacement, ça va être les frais d'hébergement, etc.
Les frais issus des nouvelles technologies, donc c'est-à-dire l'utilisation du téléphone, de l'ordinateur, etc., et notamment celles dont on a entendu parler assez récemment et depuis le Covid de manière assez récurrente, la dépense liée au télétravail. Donc aujourd'hui, comme vous le savez, si on prend cet exemple-là, eh bien quand vous avez des collaborateurs qui sont en télétravail, vous êtes censé les indemniser justement pour la période de télétravail et les frais qui seraient afférents. Ça peut être des frais d'électricité supplémentaires, des frais de chauffage par exemple. Mon collaborateur, en plein hiver, il a besoin de se chauffer un peu plus chez lui que s'il n'était pas présent à son domicile. Tout ça, c'est considéré comme étant des frais engendrés par l'exercice de l'activité pour le compte de l'employeur qui doivent être pris en charge par l'employeur. Vous imaginez bien que sur une situation de télétravail, on va se retrouver avec de multiples frais qui vont s'aligner de bout en bout et dont le salarié, en théorie, serait titulaire et pourrait avoir le droit à un remboursement. Le frais lié à un petit bout du loyer, par exemple, d'occupation de son logement, le frais d'eau qui est consommé pendant la journée. Voilà. Donc, pour éviter de se retrouver avec toute une série comme ça de petits frais qui vont se combiner, et puis il faut ensuite vérifier quelle est la récurrence du télétravail, est-ce que c'est 1 journée, 2 jours, 3 jours par semaine, etc. Eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va verser aux salariés une allocation forfaitaire qui est autorisée par l'URSSAF pour rembourser le salarié, pour dédommager en quelque sorte le salarié de ses frais supplémentaires qu'il a dû dépenser au titre de son télétravail. Donc là aussi, vous irez voir. Au départ, on était sur une tolérance de l'URSSAF. Désormais, c'est inscrit dans le BOSS. Désormais, depuis le 4 septembre, c'est intégré dans l'arrêté réglementaire. Vous avez un barème maximum, c'est pas une obligation, mais au maximum, si vous voulez être exonéré dans le cadre d'une allocation forfaitaire liée au télétravail, vous pouvez verser 2,70 € par jour de télétravail à votre salarié et sous un maximum de 59,40 € par mois. Et ça, c'est un montant qui est modifié régulièrement par l'URSSAF. Donc, allez voir ces barèmes-là pour vous assurer que vous êtes bien dans les clous. Il y a des conditions particulières pour les verser. Donc, tout ça, il faut bien le vérifier. Et donc, si vous êtes bien dans les clous par rapport à ce qui est prévu, notamment par l'arrêté de 2025 désormais, eh bien, votre allocation forfaitaire, elle sera réputée utilisée conformément à son objet et vous n'aurez pas besoin de justifier auprès de l'URSSAF des dépenses qui ont été effectuées par le salarié, mais uniquement à démontrer que les circonstances d'utilisation de la dépense, de réalisation de la dépense ont bien été remplies. D'accord. Alors, on a justement un sujet sur le télétravail. Pauline qui demande, même si la demande du salarié, est-ce qu'on peut lui verser cette allocation forfaitaire? Oui, aujourd'hui, rien ne permet à l'employeur de s'exonérer de l'indemnité de télétravail lorsque le salarié demande le télétravail. Alors c'est vrai qu'en jurisprudence, jusqu'à présent, on avait des arrêts et des décisions qui n'étaient pas toujours très alignés sur ces questions un petit peu particulières. Il faut aller faire une vraie analyse de la jurisprudence pour vérifier dans quel cadre vous êtes. Mais c'est vrai qu'au démarrage, on a un ANI, donc Accord national interprofessionnel de 2005, un de 2020 qui traite de ces sujets de télétravail. Vous avez un article du Code du travail qui traite spécifiquement du télétravail et tous s'accordent avec la jurisprudence de la Cour de cassation pour dire que quand on a des dépenses qui sont réalisées dans le cadre d'un télétravail, peu importe que ce soit à l'initiative du salarié ou de l'employeur, ça c'est pas une considération à prendre en compte. Vous devez en principe indemniser le salarié pour le rembourser de ses frais. C'est très clair.
Alors, vous avez effectivement certaines dispositions particulières en matière d'allocation forfaitaire. Sachez qu'il faut que vous vérifiez quels sont les textes qui vous sont applicables. Pourquoi? Parce que les conventions collectives ou vos accords collectifs d'entreprise, par exemple, ou de groupe, le contrat de travail peuvent être des documents qui traitent des frais professionnels. Alors, on parlait du télétravail tout à l'heure. Si vous négociez un accord collectif d'entreprise, par exemple, eh bien, vous pourrez éventuellement vous exonérer, puisque ça fait partie d'une disposition du Code du travail, du versement de l'indemnité de télétravail, ou bien vous pourrez définir des modalités qui sont un petit peu moins disantes par rapport à ce qui est prévu par l'URSSAF, par exemple. Mais ça peut être à l'envers, c'est-à-dire que certaines conventions collectives prévoient le versement à certains types de postes, certains types de métiers, de frais ou d'allocations forfaitaires liés à des dépenses inhérentes à leur poste qui sont plus importantes, mieux disantes que ce qui est prévu par les barèmes de l'URSSAF et de l'arrêté de 2025. Il faut donc que vous alliez vérifier ces dispositions-là, eh bien, pour vous assurer, 1, de bien respecter vos obligations conventionnelles, et 2, de bien respecter de toute façon le plafond qui est prévu par l'URSSAF en exonération. Vous aurez parfois, pour certaines dépenses, un double traitement, si vous voulez, du remboursement et de l'allocation forfaitaire. Jusqu'au barème qui est prévu par l'URSSAF, vous aurez une exonération. Et pour ce qui est prévu, par exemple, par la convention collective ou par le contrat de travail, eh bien, vous aurez un surplus qui sera, lui, soumis à cotisation sociale potentiellement. Attention, notamment à ce sujet du contrat de travail. Sachez que vous avez des précisions qui sont données par la jurisprudence de la Cour de cassation sur ce qui peut être intégré dans le contrat de travail. En effet, dans le contrat de travail, vous pouvez intégrer certaines clauses, notamment une clause qui viendrait dire « je vous rembourse au titre de vos frais professionnels un certain montant et ensuite je ne veux pas savoir quelles sont les dépenses que vous avez réalisées, j'estime que vous serez totalement remboursé par mon indemnité globale liée aux frais professionnels et donc venez pas me chercher ensuite des remboursements supplémentaires à vous en tant que salarié. Ça marche par exemple pour certains salariés qui auraient des fonctions par exemple de commerciaux ou des fonctions voilà, qui seraient itinérantes avec énormément de frais. C'est vrai que ce sont des pratiques qu'on voit de temps en temps. Attention parce que ces clauses sont particulières, il ne faut pas se tromper dans leur rédaction. Notamment, vous devez bien distinguer la rémunération qui est versée en contrepartie du travail de cette allocation au titre du remboursement de frais, premièrement, et vous devez quand même justifier, s'il y a un contrôle, du fait qu'il n'y a pas de disproportion entre les dépenses qui ont été réellement engagées par le salarié et ce qui a été remboursé. Bien évidemment, la tentation serait trop grande de maximiser et de donner une plus grosse enveloppe que le caractère habituel des dépenses qui sont réalisées par le salarié. C'est pour ça que la jurisprudence vient limiter un petit peu les possibilités de l'employeur. Sur ce point-là, il faut, en tout état de cause également, que vous vous assuriez que votre salarié est bien rémunéré en contrepartie de ses fonctions, au minimum au SMIC. Il faut donc bien vérifier quel est votre socle documentaire et réglementaire à cet égard. Alors justement, est-ce que l'URSSAF peut remettre en cause si par exemple le collaborateur était en congé ou en maladie et que il y a cette allocation forfaitaire qui vient se mettre en place? Oui, alors effectivement, l'URSSAF, quand elle va faire son contrôle, elle va vérifier toutes ces dispositions-là. C'est-à-dire que on peut pas, même si on est sous un régime de remboursement forfaitaire, se dire moi je rembourse et puis je regarde plus si la dépense, ou en tout cas les circonstances étaient cohérentes. Parce que rappelez-vous, ce qu'on s'est dit au démarrage, c'est qu'il faut démontrer que les circonstances avaient de toute façon été rempli pour verser cette allocation forfaitaire. Si votre salarié prend 2 mois de vacances à un moment donné, ce qui est quand même rare, mais admettons pour l'hypothèse et pour l'exemple, eh bien, il n'a absolument aucun sens de lui verser une indemnité de télétravail, par exemple, et ça, c'est sûr que l'URSSAF le verra si
le contrôleur vient vous demander les éléments, ce que normalement ils font, mais bon, c'est vrai que parmi la masse d'informations, parfois ça passe un petit peu au travers des gouttes, mais en théorie, vous serez dans la non-conformité si vous pratiquez de la sorte. Très bien, merci Anne. Alors justement, nous, on va également dans Kelio, dans notre module note de frais, gérer les forfaits. Alors étant donné que j'ai été coupé juste avant, je souhaitais lancer un sondage pour connaître un petit peu votre niveau d'équipement à toutes et à tous sur le remboursement des frais professionnels. Donc j'ouvre les votes, je vous laisse répondre, prendre le temps de répondre. Et puis donc, je vais aborder cette partie des forfaits. Donc, Anne vient de parler du forfait, de l'allocation forfaitaire pour le télétravail. Donc, dans Kelio, il est tout à fait possible de mettre en place ce type de dépenses sur lesquelles on va pouvoir uniquement saisir une quantité. Donc, en fait, le collaborateur pourra dire, eh bien, j'ai réalisé tant de journées en télétravail sur ce mois-ci, avec du coup la possibilité de mettre à la fois le nombre, donc les quantités, qui correspond à une allocation forfaitaire, et puis également de la plafonner sur une notion mensuelle. Vous avez également la possibilité de, donc, par exemple pour des repas, de venir déclarer un montant de repas, mais du coup l'allocation forfaitaire sera fixe. Par contre, on a la possibilité quand même pour le collaborateur de déclarer le montant réel qu'il a déboursé pour ce repas. Et on a également la possibilité de venir rembourser partiellement certains frais. Donc, on pense par exemple à tout ce qui va être frais de transport en commun, parfois des frais autour de l'équipement Internet, forfait téléphone, etc., où on rencontre souvent l'employeur qui va rembourser à hauteur de 50% le collaborateur par rapport à ces dépenses-là. Donc, on est en capacité de le traiter également dans Kelio. Sur le sujet des indemnités kilométriques, donc on va avoir, comme disait Émilie tout à l'heure, une cartographie qui va pouvoir se mettre en place avec Google Maps pour pouvoir déclarer son lieu de départ et sa destination. On a eu une question tout à l'heure dans le chat où on nous demandait si jamais Google Maps a calculé un nombre de kilomètres qui ne correspond pas à la réalité de ce qu'a parcouru le collaborateur. Donc pour ça, deux choses. Soit, et ça on le voit sur l'écran du milieu, on est sur la distance calculée par Google Maps, soit sur une distance libre. Et donc là, le collaborateur peut déclarer la distance qu'il souhaite. Donc ça, c'est la première solution. L'autre solution, s'il y a eu par exemple une déviation sur la route ou autre, on a la possibilité de renseigner des étapes intermédiaires. Donc le collaborateur peut vraiment déclarer le trajet réel qu'il a effectué en lien avec ces déviations, etc., qu'il aurait pu avoir. Et il a toujours à sa disposition un commentaire pour justifier également de cet incident de trajet, on va dire. Voilà, donc j'en ai terminé pour ma partie. Je viens de mettre fin au sondage, donc on a eu pas mal de réponses. Donc aujourd'hui, vous êtes quand même un tiers des participants à réaliser vos notes de frais sur papier. Et le reste sur des logiciels qui sont déjà effectués, donc soit des outils qui sont développés en interne, soit des logiciels tiers comme le nôtre qui peuvent être proposés. On passe désormais à justement les modalités de remboursement et surtout les délais liés à la présentation de ces justificatifs.
Oui, effectivement, sujet qui parfois peut causer quelques crispations avec vos collaborateurs. Je reviens quand même effectivement sur un point que je trouve très important dans ce que vous présentiez, Thomas, c'est que effectivement, nous, quand on récupère des dossiers suite à des contrôles URSSAF qui sont peut-être un petit peu mal passés ou on a des sujets de redressement, c'est vrai que quand il faut refaire tout l'historique des collaborateurs et repartir quelque part de zéro pour montrer que les déplacements ont été réels, par exemple, que c'était bien dans le cadre de l'activité des salariés, etc. C'est très très compliqué, voire impossible, et on n'arrive quasiment jamais à obtenir gain de cause face à des redressements de ce type. C'est pour ça que ce type de solution, ça peut être très intéressant, parce que là, normalement, on a son dossier qui sort nickel dès le départ, et ça peut vraiment nous aider ça peut nous aider à alimenter nos dossiers contestation de contentieux URSSAF, et puis aussi ça peut vous aider vous à avoir des dossiers qui sont complets dès le départ sans avoir besoin de tout refaire derrière. Voilà. Pour avoir échangé avec l'URSSAF justement pour leur présenter notre module, sachez qu'ils apprécient aussi d'avoir des dossiers qui sont construits et où il n'y a pas besoin d'investiguer pendant des heures, voire des jours pour retrouver les informations. Oui, c'est sûr. Voilà, donc effectivement, bonne pratique à avoir, comme on le verra tout à l'heure. En ce qui concerne les modalités de remboursement cette fois-ci, effectivement, la question, c'est toujours de se demander, là, je suis obligée de rembourser parce que je suis employeur, mon salarié a fait une dépense, mais est-ce que je suis toujours obligée de rembourser? Est-ce que il y a des délais? Est-ce que j'ai des possibilités peut-être à un moment donné de dire stop à des pratiques qui seraient pas forcément très bien conformes de la part des salariés, qui donneraient pas bien leur justificatif ou qui seraient pas très diligents et qui se réveilleraient une fois que la période de remboursement est passée, voilà, par exemple. Oui, effectivement, vous avez la possibilité d'instaurer tout ça. Alors, sachez que le Code du travail, par défaut, ne précise aucun délai. Mais néanmoins, vous pouvez, par note de service par exemple, mais ça peut être dans un accord collectif, ça peut être dans d'autres documents, définir un délai de demande de remboursement ou de présentation des justificatifs. Si vous avez mis en place ce type de procédure dans votre entreprise et que le salarié, qui en a été régulièrement informé bien sûr, ne respecte pas le délai, vous pourriez considérer qu'il n'y a pas de remboursement possible et que ce dernier n'est plus éligible au remboursement de son frais. On a quelques recommandations qui peuvent être issues de la jurisprudence. Ça va assez vite, mais la jurisprudence a pu valider, dans certains cas, un délai d'1 mois pour présenter son justificatif. Ça va très vite, mais c'est aussi le temps, le moins de temps possible pour éviter de perdre les tickets et autres justificatifs. Donc, sachez que vous pouvez instaurer des délais et que vous pouvez imposer aux salariés de les respecter. À l'inverse, si votre salarié vous a transmis tout son dossier ou estime qu'il vous a transmis tout son dossier et qu'il n'est pas remboursé, que peut-il faire? Eh bien, ça, c'est effectivement la slide qui suit et qui précise que de la même manière, le salarié, il a un délai de 2 ans pour faire la demande de remboursement. Ça veut dire que votre salarié, s'il a bien demandé le remboursement dans les clous et que vous ne vous êtes pas exécuté pour X raisons, eh bien, le salarié peut faire valoir une demande qu'on appelle une demande de dommages et intérêts auprès du conseil de prud'homme pour se voir réparer du préjudice lié à la non prise en charge de son frais dans les délais. Donc ça, c'est un point aussi important. Ça nous arrive, c'est pas si courant que ça, mais ça nous arrive de voir des demandes à la fois de remboursement qui n'ont pas été réalisées et de dommages et intérêts au titre du manque de diligence, on va dire, de l'employeur à l'égard du remboursement du frais en question.
Sachez que c'est le salarié qui doit apporter la preuve qu'il a bien adressé ses demandes de remboursement à l'employeur et qu'il n'en a pas été réglé. Ce n'est pas à vous de démontrer que vous n'avez pas reçu la demande ou bien que vous avez reçu la demande mais en retard, etc. Voilà, en théorie, c'est lui qui doit d'abord démontrer son droit à obtenir le remboursement. Alors, si on fait une petite synthèse de tout ça, eh bien, on aura vu dans cette partie qu'il y a de nombreuses règles à respecter. Donc, allez bien voir dans l'arrêté dont on vous a parlé sur les sites de l'URSSAF notamment, qui est plutôt bien fait sur un certain nombre de frais, toutes les règles qu'il y a à respecter en fonction des frais, pour pas vous tromper. Vous avez des règles qui sont différentes en fonction des frais professionnels, les méthodes d'évaluation, et puis avec à l'esprit toujours ce risque de contrôle URSSAF qui peut arriver plus vite qu'on ne le croit et qui sera peut-être un petit peu embêtant si vous n'avez pas mis en place toutes les solutions pour vous permettre de faciliter votre décompte, vos justificatifs des dossiers de remboursement de frais professionnels. Et tout l'intérêt, ça va être effectivement, c'est ce qu'on va voir maintenant, de formaliser vos pratiques de remboursement de frais pour les rendre à la fois conformes à ce qui est attendu par le Code du travail, les arrêtés et l'URSSAF, mais aussi facile et pour vous faciliter la vie en pratique. Parfait. Alors justement, on parlait tout à l'heure des bonnes pratiques, concernant les frais professionnels. Donc si vous pouvez nous partager les principales bonnes pratiques autour de ça. C'est vrai que ce qu'on se disait il y a quelques instants, c'est que nous, quand on a des dossiers qui arrivent au cabinet et qui ne sont pas complets, on est tout de suite un petit peu en difficulté parce qu'on a envie d'aider notre client, mais on se retrouve vite face à un problème qui est que sans documents, on ne va pas pouvoir aller jusqu'au bout de la démarche et on va être quand même assez limité avec nos arguments juridiques si en pratique, on n'a pas ce qu'il faut pour démontrer que l'inspecteur de l'URSSAF se trompe et que le redressement n'aurait pas dû être notifié. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va essayer de pousser nos clients à avoir un socle de documents qui soit le plus conforme et complet possible pour justement éviter de se retrouver dans cette situation. Alors, on va avoir 4 étapes un petit peu dans ce raisonnement. La première étape, ça va être de rédiger. Donc, première recommandation, on rédige. On fait une politique qui soit écrite et complète. Un process bien clair pour que les salariés ils sachent s'y retrouver, ils sachent à qui envoyer leur justificatif, quel justificatif ils doivent transmettre, dans quel délai. On essaie de faire en sorte que ce soit aussi facile pour les gestionnaires RH, gestionnaires de paie, qui eux gèrent les frais de l'autre côté, justement, et que tout ça soit concilié au mieux pour faire que le traitement au niveau interne se passe le mieux possible. On diffuse la politique et on l'applique. On ne fait pas de situation particulière, de cas par cas, parce que là, ça veut dire qu'on n'arrive plus à tenir sa politique et on se retrouve avec des situations qui sont trop individualisées. Donc, à partir du moment où on a mis des règles en place, on les respecte et les salariés, au final, finissent par se mettre aussi en règle avec les pratiques qu'on a mis en place. Et on la met à jour régulièrement. C'est un bon moyen aussi de garantir l'équité finalement au sein de l'entreprise. Exactement. Voilà, exactement. Même si parfois, c'est un petit peu désagréable, effectivement, d'avoir annoncé à un collaborateur que comme il ne rentre pas dans les clous, il va pas être remboursé ou pas remboursé de manière totale. Voilà. Alors, rien ne nous empêche de mettre un petit temps de transition, on va dire, pour que tous les collaborateurs s'y fassent et s'y mettent. Mais il faut vraiment être le plus précis possible dans le cadre de cette rédaction et de cette mise en place de process. On met à jour la politique régulièrement. Pourquoi ? Eh bien, comme on se le disait tout à l'heure, les barèmes qui sont prévus changent. Ils peuvent être amenés, alors en général, à bouger un petit peu de manière croissante, puisque l'inflation est là pour augmenter les barèmes au fur et à mesure, mais n'empêche, il faut quand même vérifier tout ça pour vous assuriez que vous avez des règles en interne qui sont encore conformes au texte.
vous exigez quoi? Eh bien, les justificatifs appropriés, des justificatifs qui soient probants, conformes, opposables. Et ça, c'est vraiment le nerf de la guerre, parce que si vous me sortez un ticket de carte bleue, et bah ça s'appelle pas une facture, c'est pas un ticket de caisse, il n'y a pas la TVA dessus, ça permet pas à la compta de le traiter comme une dépense et de l'exonérer, par exemple, au niveau de l'assiette fiscale, mais ça va pas non plus vous permettre normalement en tant qu'employeur de rembourser le frais aux salariés, parce qu'en cas de contrôle URSSAF, vous ne serez pas considéré comme ayant un justificatif correct. Donc attention vraiment à être bien clair sur les justificatifs que vous attendez, et de la même manière à être assez intraitable sur ce que vous obtenez comme justificatif pour laisser le moins de marge de manœuvre possible. Vous conservez, attention, la conservation c'est 10 ans, et il faut que vous soyez sur un archivage qui soit structuré, alors soit de manière digitale, soit en papier. Vous avez le droit de le faire, mais ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'il y a des règles qui s'appliquent en fonction justement des types d'archivage que vous choisissez. On va pas forcément rentrer dans le sujet maintenant, mais en tout cas, voilà, vous voyez dans notre slide, on vous a déjà un petit peu débroussaillé les obligations. Si c'est par PDF, il faut que ce soit des PDF horodatés avec signature électronique, il faut que ce soit archivé d'une certaine manière, il faut utiliser les bons outils, et Thomas et Émilie vous en reparleront, et il faut que votre procédure de contrôle interne eh bien, soit justement vigilante sur ces sujets-là aussi, pour vous assurer que vous êtes aussi toujours bien dans les clous de ces méthodes de conservation qui changent et qui deviennent de plus en plus strictes au fur et à mesure que le digital avance dans les entreprises. Dernier point, on forme. On forme qui? Eh bien, on forme les collaborateurs, et on forme aussi les responsables RH, responsables de paye, nos comptables, pour être sûr qu'on est tous en ligne sur ce qu'on doit à la fois donner et ce qu'on doit collecter pour avoir des dossiers les plus propres possibles. Je rajouterai également les managers qui peuvent être impliqués aussi dans le circuit de validation de la note de frais. Exactement. Qui ont besoin d'être formés aussi. Tout à fait. Très bien. Alors du coup, Émilie, il me semble que tu as des éléments à nous donner oui, qui font écho justement à ça. Et effectivement, donc comme le disait à l'instant Anne, hein, la solution effectivement indispensable, c'est de fournir le justificatif de sa dépense. Après, on a la possibilité, grâce à Kelio, de tout dématérialiser en termes de process. Kelio va vous permettre, à partir d'un smartphone ou d'un scan sur une imprimante, par exemple, d'ossériser, on va dire, votre justificatif. Donc, vous allez pouvoir le prendre en photo, votre justificatif, et un OCR va pouvoir pré-remplir pour vous directement votre dépense, donc en repérant le type de dépense, que ce soit un ticket d'un restaurant, d'un hôtel, d'un parking ou d'un péage, par exemple. Il va automatiquement repérer la date de la dépense et pré-remplir pour vous le montant TTC et les différents taux de TVA. Donc, cela permet effectivement à l'utilisateur de reprendre sa dépense, de pouvoir la vérifier, soit directement de la soumettre à validation, ou alors de l'enrichir en ajoutant des informations autour d'axes analytiques, par exemple, la possibilité de rajouter des axes si la personne a travaillé sur tel et tel dossier pour tel et tel client, dans un souci après de refacturation potentielle ou d'analyse statistique comptable. La possibilité également de renseigner un code postal, par exemple, ou un commentaire autour de sa dépense. Et sur la droite de l'écran, chaque utilisateur va pouvoir avoir un rappel sur sa politique de frais de remboursement. Comme vous le disiez tout à l'heure, Anne, que la politique doit être mise à jour régulièrement. Et bien là, cette petite case, ce petit champ d'information permet à l'utilisateur de savoir exactement à quelle hauteur il va être remboursé et la justification de ce remboursement. Et alors, concernant l'archivage numérique. Alors effectivement, donc depuis la prise de photos jusqu'à l'archivage, vous allez pouvoir entièrement dématérialiser, digitaliser, on va dire, votre processus de remboursement. Et donc la dernière étape après, évidemment, validation du manager, du responsable de site, des différentes personnes de la RH ou de la compta, vous allez pouvoir effectivement enregistrer à valeur probante
vos différentes dépenses, vos différentes notes de frais. Cela va se traduire par la génération d'un PDF qui va regrouper en fait l'ensemble des dépenses émises par un collaborateur, que ce soit à la semaine ou au mois ou suite à un déplacement sur X jours. On va automatiquement créer un PDF regroupant l'ensemble de ces dépenses avec une page par photo de justificatif réalisé et ses détails. Et ce PDF va être conservé 10 ans sur Kelio directement. Ça répond donc aux attentes de l'URSSAF puisque l'archivage permet de transformer en PDF ou PDFA. Et puis, ce PDF est directement horodaté avec une signature électronique à valeur probante qui permet, en cas de contrôle de l'URSSAF, de justifier effectivement que le justificatif est bien conforme à l'original et vous permet à vous, utilisateurs finaux, de pouvoir jeter définitivement les justificatifs papier et de ne conserver que les PDF dématérialisés. Alors justement, Anne, en cas de contrôle URSSAF. On en a un petit peu parlé, j'ai débroussaillé, merci. J'ai débroussaillé à plusieurs reprises ce sujet, mais en cas de contrôle URSSAF, vous devrez impérativement démontrer que vous avez réalisé le remboursement, ou en tout cas que la dépense a bien été réalisée dans l'intérêt de l'entreprise. Il va falloir donc que vous ayez dans vos dossiers le motif de la dépense, le contexte, et les personnes qui ont été à l'origine de la dépense pour montrer à l'URSSAF que vous avez bien une situation de remboursement de frais conforme à ce qui est prévu. Donc, le risque étant, bien sûr, la réintégration dans l'assiette de calcul des cotisations de la somme, plus éventuellement des pénalités de retard et autres additions qui peuvent coûter cher à l'entreprise à la fin. Complètement. Alors, en plus de ça, nous, dans Kelio, on va pouvoir aller encore un petit peu plus loin que la mise en place de la politique de remboursement. On va aussi lever des alertes sur certains éléments, par exemple un contrôle des dépenses qui vont être en doublon, mettre l'accent sur un type de dépense en particulier. Tout le monde a dans sa liste de dépenses la rubrique faits divers. Bon, bah voilà, des fois, ça peut être nécessaire de la justifier ou au moins de porter l'attention dessus. Donc, c'est ce que l'on fait avec Kelio. On peut aussi mettre en place les dépassements de seuil. Donc là, on n'est plus dans la notion de frais réels plafonnés ou d'allocation forfaitaire. On est vraiment sur, tout à l'heure, en introduction, Anne, vous disiez que l'employeur doit justifier que le remboursement il est proportionnel par rapport à la dépense. Eh bien, on peut aussi être alerté sur le dépassement d'un certain seuil qui pourrait être considéré comme plus proportionnel. On va avoir également tout ce qui va être identification du code postal et donc code postal comparatif entre le code postal soit du domicile, soit du rattachement du collaborateur et le code postal de la dépense, donc qui est aussi une des exigences URSSAF de justifier que le collaborateur il n'avait pas moyen de rentrer chez lui ou de se restaurer directement sur site. On va avoir aussi la possibilité de mettre en place des motifs et des axes analytiques obligatoires. Donc ça peut être à des fins aussi de reporting. On va contrôler, on parlait tout à l'heure, en cas d'absence de maladie, eh bien, on va pouvoir contrôler que la dépense a eu lieu sur un jour d'absence, de repos ou de télétravail du collaborateur. Et enfin, on va pouvoir contrôler si vous avez des politiques zéro consommation alcool ou autre, de pouvoir mettre l'accent aussi sur des types des taux de TVA utilisés, notamment sur les frais de repas. Voilà, donc ça, c'est toutes les alertes qu'on va pouvoir mettre en place. Et donc, si on prend
Alors, si on fait un petit peu un point sur le pourquoi Quelio note de frais, tout simplement parce que ça va vous simplifier la vie entre la collecte des justificatifs, la mise en place des plafonds de la politique, etc. Et puis surtout, ça va vous faire gagner énormément de temps. Vous allez diviser environ par 3 le temps de traitement d'une note de frais. Donc ça, du coup, vos collaborateurs vont être plus vite remboursés, vous allez plus vite passer vos écritures comptables, et tout ça, ça va faire que tout le monde va être plus efficace. Vos gestionnaires, mais aussi vos collaborateurs qui seront plus fidélisés parce que ils sauront qu'ils seront plus rapidement remboursés. Le process, comme le disait Émilie, est 100% dématérialisé avec un système de workflow que vous allez pouvoir ajuster en fonction de la typologie des collaborateurs et même la typologie de frais. La conformité réglementaire, on vous en a parlé, hein, avec l'archivage à valeur probante, donc une conservation des PDF scellés à valeur probante sur une durée minimum de 10 ans. Et enfin, on en a parlé tout le long de ce webinaire, vous allez pouvoir appliquer toute votre politique de frais pour assurer équité et justesse dans le remboursement des frais. La petite cerise sur le gâteau, c'est que vous allez également pouvoir avoir du reporting autour de ces dépenses. Donc, si vous voulez analyser les postes budgétaires en fonction des catégories de dépenses, voire même des types de dépenses par service, voir l'évolution des kilomètres effectués, alors soit avec les véhicules professionnels, soit sous forme de remboursement d'indemnité kilométrique. Tout ça, vous allez pouvoir l'avoir grâce à cette partie reporting. Alors, on va passer aux questions-réponses. On a déjà explosé le temps, donc on va essayer de traiter ça assez rapidement. Donc, on avait des questions donc, au niveau une note de frais suffit-elle ou faut-il un justificatif de paiement? Ouais. Alors, la note de frais, ça va être le support pour le remboursement et justement pour montrer quelle est la circonstance dans laquelle la dépense a été réalisée. Il vous faut absolument un justificatif avec. Si c'est papier, on met le petit coup d'agrafeuse et on garde bien tout ensemble. Alors, on a une question pertinente aussi. Comment ça se passe si c'est un ticket de carte qui est payé par l'entreprise et non pas une note finalement? Alors, si c'est payé directement par l'entreprise, ça n'exonère pas l'employeur de justifier la réalité de la dépense, puisque on peut très bien avoir payé directement en tant qu'employeur à un salarié, par exemple, un déjeuner, et sans pour autant que ce soit quelque chose qui était justifié par un événement professionnel, ou ça peut être autre chose, hein, un déplacement, un billet d'avion, ce genre de choses. Il faut bien démontrer la réalité de la dépense pour ne pas avoir la sanction qui est la réintégration de la dépense dans la rémunération du salarié. On a une question aussi sur la notion de remboursement des frais de restauration versus la perception des tickets restaurants. Donc ça, bien évidemment, dès l'instant où le collaborateur a justifié d'un repas qui a été pris à l'extérieur et que normalement il aurait dû percevoir un ticket restaurant, évidemment, il va falloir retirer ce ticket restaurant parce qu'on ne peut pas avoir ces deux avantages. Donc, dans Quelio, nous sommes en train de développer cette fonctionnalité qui va permettre, dans la gestion des temps de Quelio, on a cette acquisition de tickets restaurants qui se fait chaque jour travaillé pour bien sûr les personnes éligibles. Et nous sommes en train de développer un système qui permet de justement ôter l'acquisition d'un ticket restaurant dès lors qu'un repas a été déclaré en frais professionnels. Je regarde si on avait d'autres questions.
Alors, je vois que la dame précise que la question était de savoir s'il faut le ticket de carte bancaire en plus de la note de frais. Alors, pas forcément, parce que le ticket de carte bancaire, c'est vraiment uniquement un petit feuillet qui vous dit il y a eu une dépense qui a été réalisée, mais c'est plus à vocation, on va dire, justificatif pour votre compte, le compte bancaire, en fait. Ça n'a pas forcément de lien avec la justification du frais en tant que tel. Voilà, donc c'est pas une obligation. Et dans tous les cas, à partir du moment où le justificatif a été produit, ça veut dire qu'il y a bien eu paiement. Sinon, ça ne ferait pas l'objet d'un justificatif. Voilà. Et ça peut être rapproché aussi au niveau de la comptabilité avec qui font des vérifications avec les comptes bancaires, cette fois-ci de l'entreprise. Hein, et les contrôleurs URSSAF ont accès à ce type d'informations. On précise que alors les frais sont pas notés sur le bulletin de paie, donc ça sort complètement du bulletin. C'est vrai que ça peut arriver qu'il y ait certaines pratiques qui mettent en bas de bulletin le frais, mais c'est pas du tout l'usage. Les notes de frais, elles sont remboursées de manière extérieure en théorie. Après, ça dépend vraiment de vos pratiques en interne, mais en tout cas, pas de nécessité de mettre les frais sur les bulletins. Alors, je crois qu'on a fait le tour de toutes les questions. Veuillez nous excuser si on est passé à côté d'une. Dans tous les cas, on réépluchera l'ensemble des questions et on vous répondra en individuel si jamais on en a loupé. Donc, on souhaitait faire rapidement, pour les quelques minutes qui nous restent, vous présenter Quelio. Donc, Quelio, nous sommes un SIRH qui est très complet, qui propose du recrutement, de la gestion administrative du personnel. J'en ai parlé tout à l'heure de gestion des temps avec toute la partie présence, absence, planification, suivi des activités. Une partie talent qui regroupe les emplois compétences, la gestion des entretiens et la gestion du plan de formation. On en a parlé dans ce webinaire, on fait également donc, des notes de frais et puis on propose également un logiciel de paye et enfin du contrôle d'accès donc pour sécuriser les biens et les personnes au sein de l'entreprise. Donc tous ces modules, on est sur une offre modulaire, donc on n'est pas obligé de souscrire à toute la suite Quelio pour bénéficier d'une fonctionnalité clé. Pour autant, nous avons de nombreuses interactions qui vont se faire entre les différents modules. On a parlé tout à l'heure, les notes de frais sur les absences et ainsi de suite. Quelio, c'est environ 5 millions d'utilisateurs au quotidien, 20 000 clients dans le monde et on est disponible dans 7 langues au niveau de notre logiciel. Voilà, j'ai essayé de faire court pour laisser de la place à Anne également. Merci beaucoup. Alors, je ne vais pas vous détailler tout ce qu'on fait au cabinet parce que vous voyez qu'on fait beaucoup de choses. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'on assiste les entreprises TPE, PME, grands groupes sur tous les sujets qui sont liés de près ou de loin à la gestion du personnel, de l'entrée à la sortie du salarié. Même sur les contrôleurs, ça, vous l'avez compris, je vous l'ai suffisamment précisé pendant cette heure, et sur tout ce qui relève notamment du contentieux, de la sécurité sociale au sens large, faute inexcusable, la TMP. Vraiment, il n'y a pas un sujet qu'on ne maîtrise pas en droit du travail. Si vous n'avez pas encore vu, nous sommes un cabinet qui délivrons beaucoup de webinaires, beaucoup de newsletters, on donne beaucoup d'infos. Suivez-nous notamment sur LinkedIn et inscrivez-vous à notre newsletter. Vous avez le lien dans la présentation. Sinon, vous allez voir sur notre site internet pour en savoir plus. Il y a plein d'infos sur notre site, donc allez y faire un tour avec plaisir. Bien, merci beaucoup Anne, Émilie, merci pour tous ces éclairages. Merci à vous de nous avoir écoutés, d'être restés malgré le fait qu'on ait dépassé le temps. Je vous laisse avec le slide de contact si vous souhaitez être mis en contact avec Axel Avocat ou avec Quelio, voire les deux, pourquoi pas.
Et puis, on est complémentaires. N'hésitez. Exactement. Merci beaucoup à vous. Merci pour votre participation. Merci Très à bonne vous. journée à tous. Au revoir. Au revoir.